choisi un thème qui justement illustre le positionnement que l'on souhaite avoir, qui est le thème des restructurations sociales. C'est un thème qui fait parler de lui pas mal et qui est susceptible de concerner tous les investisseurs de la FIC. En introduction, on est parti du constat que les PSE sont souvent vécus ou sont très connotés en France. La connotation est assez claire, c'est que c'est compliqué, instable et douloureux. On a voulu essayer de faire ressortir les trois questions essentielles qui ressortent du point de vue de l'investisseur, qui sont combien ça coûte, quelles sont les modalités de mise en œuvre et quelle est ma responsabilité en tant qu'actionnaire financier. Donc, en première partie, on a souhaité rappeler l'environnement dans lequel se déroule un PSE et notamment, Michel, si tu peux nous éclairer sur le contexte dans lequel le dirigeant intervient et la relation à l'investisseur dans cet environnement sur lequel on voit qu'il y a une multitude d'acteurs qui interviennent. Alors, moi, ce qui me semble important dans le court temps qui nous est imparti, donc d'être synthétique, c'est de pointer que le dirigeant, il est là pour être la charnière entre les actionnaires et le reste de l'entreprise. Les salariés, les clients, les fournisseurs, etc. Et là, on parle spécifiquement des salariés. Et très souvent, quand on arrive dans une entreprise qui ne sait plus très bien comment s'en sortir et qui sent qu'un risque social émerge, le dirigeant a tendance à imputer à l'actionnaire les mauvaises décisions, mauvaises ou pas d'ailleurs en réalité, qui ont été prises. Et donc il y a une espèce de confusion des responsabilités qui en fait est extrêmement destructrice, à mon avis, je ne sais pas si Denis confirmera, mais est extrêmement destructrice pour les salariés parce que si en tant que dirigeant je ne prends pas la responsabilité, je ne parle pas de la culpabilité, déjà il faut leur apprendre à distinguer ça, mais la responsabilité que la loi me donne dans n'importe quel pays, je ne peux pas déléguer cette responsabilité par subsidiarité aux salariés. Une des premières responsabilités de l'actionnaire, c'est donc de doter l'entreprise d'un management suffisamment fort pour être capable de jouer ce rôle moteur et que ça ne lui remonte pas dessus par voie de conséquence. Oui, tout à fait. D'un management qui comprenne bien que... Moi, je pense que c'est comme la problématique de la paternité. Quand on est père, tout ce qui arrive à ses enfants n'en est pas coupable. S'il se fait mal dans le cours de récréation, ceux qui sont des enfants ici savent que... Voilà. Pour autant, vous êtes responsable de le traiter. Vous n'allez pas le laisser saigner parce que c'est pas vous qui êtes coupable du fait qu'il est tombé dans le cours de récréation. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui assume, quoi qu'il arrive, ce qui se passe dans l'entreprise, parce qu'il en est l'ultime responsable, même s'il n'en est pas coupable. Et je complète le propos de Michel en disant que très concrètement, sur le terrain, par rapport aux salariés, certaines populations vont être spécifiquement à risque et il va s'agir en fait de les repérer assez rapidement. Notamment des populations qui ont déjà vécu un plan social et qui peuvent se sentir fragilisées et donc mettre en danger tout simplement le business. Également des personnes en fait à qui on va demander beaucoup et qui vont être en surcharge pendant un long moment et qu'il va falloir épauler tout spécifiquement dans ces moments délicats et l'actionnaire et le middle management va en attendre énormément. Je pense essentiellement donc aux fonctions support qu'on malmène, mais c'est normal dans ces périodes-là, et à qui on va demander de contribuer, de beaucoup contribuer. Donc ça me paraît être un point important. Un autre point qui concerne le middle management et qui me marque beaucoup, et on va également beaucoup demander à ce middle management, et notamment de faire un point beaucoup plus précis sur les questions d'employabilité, à la fois interne, en quoi les populations qui vont rester finalement vont pouvoir vraiment contribuer techniquement, et l'employabilité externe, c'est-à-dire quand on voit que l'actionnaire a de plus en plus une responsabilité sur ces sujets-là, quand on va mettre dehors par exemple la moitié de l'usine, on est un petit peu responsable du fait que pendant de longues années maintenant on n'a pas développé l'employabilité, notamment par les diplômes, et ces sujets émergent maintenant de manière très très forte, très très forte. Jérémy, on est en train de parler d'humain, d'organisation, de fragilité,
sont des problématiques qui ne sont pas nécessairement le quotidien, ou en tout cas pas le moteur de l'investissement quand on est un actionnaire financier. Est-ce que tu peux nous donner ton éclairage sur ta perception de la responsabilité de l'investisseur face à cette phase de crise qui est à gérer? Alors, je pense que pour l'investisseur, il y a deux cas qui se présentent. C'est soit on est déjà actionnaire, et alors là, je rejoins ce que disait Michel, on ne bouge pas, on laisse les dirigeants travailler parce que on est en charge de la société depuis un certain temps, donc il ne faut pas mélanger le management et le rôle d'actionnaire pour des questions de droit et en plus je pense d'efficacité. Et après, il y a quand on rentre, nous heureusement, on intervient plus souvent juste au moment du PSE qu'on vient financer. Là, le nouvel actionnaire doit intervenir, doit rencontrer des représentants sociaux pour rassurer l'ensemble du corps social et leur faire donner confiance dans l'avenir et sur le plan qu'on est en train de préparer avec le management. Et là, je pense que l'actionnaire a un rôle non négligeable. Je pense que c'est particulièrement important, étant donné que le dirigeant, il se retrouve avec une masse de travail qui est gigantesque, et en plus, il faut qu'il gère le daily business par la même occasion. Donc, il ne peut pas tout faire. Donc, le but de l'actionnaire, c'est de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour que le PSE se passe bien. Après, l'actionnaire a quand même un rôle dans la vision de ce que doit être l'entreprise par la suite. Et donc, il ne faut quand même pas vider l'entreprise de son savoir-faire. Et donc, il faut être extrêmement attentif à la catégorisation du personnel pour pouvoir choisir les personnes qui doivent partir et celles qui doivent rester. Si on perd les meilleurs, l'entreprise, le lendemain, elle est morte. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. On fait un PSE parce qu'on enlève de l'activité, que cette activité, on ne sait pas la rendre performante, et on ne saura pas, et qu'en tout cas, il n'y a personne pour financer les investissements, évidemment, parce que ça serait sur 20 ans, sur 30 ans, enfin bon, bref, personne n'en veut. Et du coup, à ce moment-là, il y a une acceptabilité, il y a une compréhension de ce qu'on est en train de faire qui est complètement différente. Donc, il y a quand même un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que les salariés, c'est les premiers qui connaissent les difficultés de l'entreprise, particulièrement dans l'industrie. Quand les ouvriers ils voient que il n'y a plus rien qui rentre dans l'usine, c'est les premiers inquiets. Donc ils sont souvent en attente de décisions, et j'ai été surpris le nombre de fois où, lorsqu'on prend des décisions parfois un peu dures, on a eu quasiment des remerciements des salariés en disant enfin quelque chose bouge, parce que eux avaient vraiment conscience dans le fort intérieur que l'entreprise stagnait et ne prenait pas les bonnes décisions. Il y a un mot qui fait assez peur depuis quelques mois, quelques années, c'est le co-emploi. On pensait que c'était un bon forum aussi pour qu'Alexandre puisse nous faire une petite mise à jour sur le co-emploi, avec notamment des jurisprudences récentes qui ont fait bouger les lignes. En résumé, qu'est-ce que le co-emploi? C'est une notion jurisprudentielle qui a été définie en 2011 par la Cour de cassation de manière assez simple. C'est une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux sociétés, et qui vont se manifester notamment par une immixtion dans la gestion du personnel de la filiale. Quelles sont les conséquences de ce co-emploi? Elles sont très lourdes en fait pour le co-employeur, puisque le co-employeur devient co-débiteur en fait des obligations de la filiale, notamment donc co-débiteur des indemnités de rupture de contrat de travail. Mais même pire que ça, si la filiale met en place un PSE et que la société mère n'est pas dans le champ de ce PSE, n'est pas partie à ce PSE, on a de la jurisprudence de la Cour de cassation confirmant que dans ce cas-là, s'il y a situation de co-emploi, le PSE est nul, puisqu'il aurait fallu inclure dès le départ la société mère, et donc dans ce cas-là, réintégration des salariés ou paiement de dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire minimum pour chacun des salariés concernés. Parce que vous savez qu'il y a un délai de prescription qui est très court concernant la validité du PSE. Il est de 2 mois à compter de la décision de validation ou d'homologation du PSE par la directe. Et aujourd'hui, la plupart des praticiens considèrent que le risque de nullité du PSE lié au co-emploi, en fait, il est limité à ces 2 mois en réalité. S'il n'y a pas de procédure intentée dans les 2 mois qui suivent la validation du PSE, c'est trop tard. Les salariés ne pourront pas donc, demander la nullité du PSE ou de leur licenciement au titre du co-emploi. Plutôt que de se placer sur le terrain du co-emploi stricto sensu, des salariés ont essayé donc d'attraire les actionnaires en vue d'engager leurs responsabilités sur le terrain classique de la responsabilité civile, donc l'article 1382 du Code civil. Et ils considéraient que, au moment de la restructuration, les actionnaires avaient commis un certain nombre d'actes qui relevaient de la faute et qu'en conséquence, ils devaient être condamnés à ce titre. La Cour d'appel et la Cour de cassation ont fait droit aux demandes des salariés
Et on considérait qu'il y avait une légèreté blâmable de la part de l'actionnaire et qu'il devait donc être considéré comme responsable et devait payer des dommages, cofinancer les dommages d'intérêt versés aux salariés. L'arrêt est intéressant parce que, au sens du droit de la responsabilité, les salariés sont des tiers par rapport aux actionnaires. Et donc, on doit leur appliquer le droit classique de la responsabilité. Le droit classique, eh bien, il faut qu'il y ait une faute. Et une faute d'une certaine gravité. Donc, aujourd'hui, la décision qu'a prise la Cour de cassation à la fin de l'année 2014, elle est contraire à la jurisprudence constante des chambres civiles et de l'Assemblée plénière. Eh bien, on va pouvoir soulever que l'actionnaire, pour être déclaré responsable et co-débiteur des obligations, il doit avoir commis véritablement une faute lourde à l'égard de la filiale et des salariés, et qu'autrement, sa responsabilité ne pourra pas être retenue. Voilà. Alors, les praticiens sont heureux de cette loi de sécurisation de l'emploi. Vous savez qu'elle résulte donc d'une négociation entre les partenaires sociaux au niveau national. On a fait des progrès, Michel, on a fait des progrès. On a fait des progrès parce que déjà, on a sécurisé les délais. Aujourd'hui, les délais sont encadrés. La consultation du comité d'entreprise varie entre 2 et 4 mois, en fonction du nombre de salariés licenciés. C'est important puisqu'à l'issue du délai préfixe, si le CE n'a pas rendu son avis, eh bien, on considère qu'il a rendu un avis négatif, mais il l'a rendu. La situation aujourd'hui est claire. Qu'aujourd'hui, on a la possibilité soit de négocier un PSE avec les organisations syndicales, soit de mettre en place un plan unilatéral. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, on a un nouvel acteur dans la discussion qui sont les organisations syndicales qui étaient les parents pauvres auparavant de la restructuration. Aujourd'hui, ils ont un rôle à jouer et donc l'employeur a la possibilité de négocier le PSE directement avec eux. Et 2 derniers points d'actualité. La loi Macron va en principe résoudre 2 problèmes. La loi de sécurisation de l'emploi avait oublié de prévoir la fixation unilatérale des ordres du jour des CHSCT. Alors, on a eu un certain nombre de dossiers où les procédures étaient bloquées puisque le secrétaire du CHSCT refusait de signer l'ordre du jour. Donc, il fallait devant le TGI pour obtenir donc, la signature de l'ordre du jour. Ça va être résolu dans le cadre de la loi Macron. Et le dernier point important, ce sont les critères d'ordre de licenciement qui sont toujours un sujet très sensible avec les organisations syndicales. Aujourd'hui, les critères d'ordre ne peuvent être appréciés qu'au niveau de l'entreprise. Avec la loi Macron, ça va changer. Et on aura plus de flexibilité. Donc, c'est en réponse aux arrêts Maury-Ducrot. On aura la possibilité donc de déterminer ces critères d'ordre, notamment au niveau d'un site, puisqu'il était aberrant aujourd'hui, quand vous fermiez un site, de devoir appliquer les critères d'ordre à l'ensemble de l'entreprise et non pas au site concerné. Oui, il y a toujours un risque contentieux, il y a toujours un risque d'annulation du PSE, mais il est mieux cadré, il me semble. Et bon, peut-être que ça ne facilite pas la vie des ETI, mais voilà, les règles existent, à tout le moins. On a un autre sujet qui est lié au coût et au contenu des PSE. Bénédicte, est-ce que tu peux nous donner ta vision des mesures qui ont le vent en poupe, de celles qui sont le plus utilisées actuellement et celles qui sont propices à faire aboutir un PSE parce que très demandé et d'un coût modéré? On ne saurait que trop vous inciter à faire, avant communication du PSE, une cartographie des principaux risques. Cette cartographie se fait avec le comité de direction et puis en gros les N-1 qui sont un petit peu au courant du plan, pour voir quels sont les risques, en l'occurrence les risques humains inhérents au projet, avec un impact business. Alors, on parle de l'organisation du travail, on parle des charges de travail, on parle de la place du management. Ainsi, cette cartographie permet de montrer que vous avez réfléchi en amont aux conséquences humaines du plan. Et là, ça devient absolument essentiel, voire le nerf de la guerre pour certaines négociations. Et vous pourrez verser le contenu ou une partie du contenu de cette cartographie dans la fameuse note CHSCT, qui est de plus en plus rédigée. C'est une façon finalement pour l'entreprise de dire on a compris notre obligation de sécurité de résultat, on met le pied dans la porte, on essaye de minorer le recours aux expertises ou de les cantonner. Et on essaie surtout de faire qu'il y ait des recommandations concrètes. Je prévois toujours que dans le livre, dans le PSE, c'est le dirigeant qui décide, c'est pas la commission, ça dépend comment c'est rédigé, mais je fais toujours très attention à ça. Et ça me laisse la marge de manœuvre pour venir sortir du cadre de ce qui a été prévu, des mesures prévues pour une personne qui aurait un projet sérieux ou qui aurait une difficulté sérieuse, ça peut être l'un ou l'autre,
sachant que, évidemment, tout le monde ne consomme pas l'ensemble de l'enveloppe qui lui a été attribuée. Le vrai sujet de l'enveloppe, c'est la supralégale. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des PSE, c'est le point bloquant des négociations. Les syndicats veulent absolument le chèque, alors surtout quand il y a des précédents de PSE dans l'entreprise, puisqu'ils partent du PSE précédent et ils disent on part de là et on va aller au-dessus, alors que l'employeur veut toujours partir en dessous. Mais ce qui est un petit peu inquiétant, c'est le rôle de la directe également dans ces discussions. Parce que moi, dans plusieurs PSE, j'ai vu que la directe renonçait, on va dire, à attaquer sur des mesures d'accompagnement et accompagnait les syndicats dans cette demande de chèques supplémentaires. Et là, on se dit que le rôle de la directe est vraiment dévoyé, puisque au final, le financement du PSE va passer aux 3/4 dans une indemnité supralégale, et au final, les mesures d'accompagnement vont être ridicules ou peu financées par l'employeur. Vraiment, le PSE pour l'actionnaire, c'est une mesure qu'on voudrait ne jamais utiliser. On l'utilise toujours, on va dire, en dernier ressort, sachant quand même qu'il y a eu quand même des éléments qui nous ont permis quand même d'éviter les PSE, dont les ruptures conventionnelles, etc., qui ont permis quand même, par rapport à ce que c'était avant, c'est quand même, on peut quand même arriver à restructurer une entreprise sans forcément passer par un PSE. Mais le PSE, pour tous les éléments dont on en a parlé ce soir, c'est la pire des choses à faire, et en plus, ça donne une très très mauvaise image de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur, parce que là, on déclare vraiment toutes ces difficultés. Et encore, c'est si on passe pas par un redressement judiciaire pour avoir la procédure accélérée, parce qu'on a vraiment besoin d'économiser du cash tout de suite. Donc il y a plein d'éléments qui font que le PSE est quelque chose qui doit être géré par le chef d'entreprise, autant en interne qu'en externe, de manière extrêmement fine, pour que l'entreprise puisse repartir par la suite. Alors repartir par la suite, justement, comme on a utilisé le PSE, nous, en tout cas chez DIP, on a toujours eu comme principe que le PSE devait être définitif. C'est-à-dire, quitte à couper un peu court, mais surtout pas y revenir. Parce que pour les employés, ils ont eu déjà la période difficile de l'entreprise, qu'ils ont connue en général pendant 24-36 mois. Donc ils étaient déjà la tête dans l'eau. On leur annonce un PSE, ils ont leurs camarades de 20 ans qui partent à côté, donc bon, tout va bien, et après, quand on leur dit c'est fini, on leur dit, ah ben non, finalement, on s'est trompé, il va falloir les résultats sont toujours pas là, il va falloir qu'on licencie d'autres personnes. Vous n'arriverez jamais à motiver les équipes. Nous, vraiment, dans notre philosophie d'actionnaire, c'est que après un PSE, c'est que des bonnes nouvelles. Il faut arriver à ménager que des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, la meilleure, c'est lorsqu'on embauche de nouvelles personnes. C'est-à-dire que dès que les salariés voient qu'il y a des recrutements dans l'entreprise, ils ont vraiment l'impression que l'entreprise est sortie de l'eau quand on va chercher des compétences à l'extérieur, etc. Ça les rassure énormément. Donc le PSE, oui, mais le moins possible. Et surtout, bien préparer la sortie du PSE. Et là, je rejoins exactement ce que disaient Michel et Bénédicte tout à l'heure. Je pense que c'est des points essentiels, autant pour les partants que pour les restants. L'accompagnement est quelque chose de primordial.